Quelle impression l'Ukraine en guerre donne-t-elle à une journaliste qui redécouvre le pays après des longues années d'absence? Quelles erreurs de l'Occident dans son attitude envers la Russie sont à regretter? Quel avenir peut-on envisager pour la Russie qui traverse une période de paroxysme de l'autoritarisme? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Laure Mandeville, grand reporter chez Le Figaro, cofondatrice de Conversations Tocqueville sur la crise de la démocratie, écrivaine, auteure de livres sur la Russie et l'Ukraine, dont son dernier ouvrage avec Konstantin Sigov, Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe. Laure Mandeville revisite l'Ukraine pour la première fois depuis de longues années. Bonjour Laure, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme journaliste, comme grand reporter chez Le Figaro. Vous êtes aussi écrivaine, vous êtes auteur de plusieurs livres, notamment le dernier livre avec Konstantin Sigov, Quand l'Ukraine se lève, un livre qui défend la cause ukrainienne et qui imagine une nouvelle Europe après la fin de cette guerre. Vous êtes à Kiev actuellement, en Ukraine, en pleine guerre. Et donc, on est au centre de la capitale ukrainienne dans un hôtel. Ma première question, toute simple, quelles sont vos impressions que de redécouvrir l'Ukraine après tous ces longs mois de guerre? D'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravie de participer à votre podcast. C'est vrai que je suis arrivée en Ukraine il y a quelques jours par Ivano-Frankivsk et c'est vrai que c'est une redécouverte pour moi parce que ça faisait quand même des années que je n'étais pas venue. Je n'étais pas revenue depuis le début de la guerre notamment, mais même avant, il y a eu pas mal d'années et notamment je n'étais pas venue depuis 2014. J'étais aux États-Unis où j'étais correspondante pendant longtemps. Donc j'étais dans une autre partie du monde et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappée depuis que je suis arrivée, c'est à quel point ce pays est vivant et à quel point ce pays en guerre et traversant une guerre extrêmement dure, une guerre comme on n'en a pas vu en fait depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale, un conflit terrestre de haute intensité. Eh bien, l'Ukraine résiste, l'Ukraine vit sa vie. Kiev, malgré, on m'a dit qu'il y avait eu plus de 190 roquettes, en fait, donc missiles qui avaient été tirés dans le ciel ukrainien et heureusement pour la plupart arrêtés. On sent une population qui je ne dirais pas qu'elle s'en moque parce qu'il y a évidemment une inquiétude, mais il y a une volonté de vivre et ça m'a beaucoup frappé qu'une des personnes que j'ai interviewées m'a dit au début, quand il y avait ces alertes, je descendais dans les abris et puis au bout d'un moment on s'est lassé, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je devrais passer ma vie à craindre la mort? Je dois vivre, je dois résister, on doit construire en fait notre présent et aussi bien sûr à partir du présent notre avenir. Tout à fait. Vous êtes russisante, on sait qu'on vous a déjà entendu parler le russe, on sait que vous êtes capable, vous lisez beaucoup de choses, beaucoup de sources en russe, et dans votre parcours professionnel, vous êtes quelqu'un qui connaissait bien d'abord la Russie. À quel moment de votre vie vous vous êtes intéressé à l'Ukraine et vu
tout le potentiel que ce pays a en effet. Écoutez, en fait, ça remonte à assez loin. Je dois reconnaître que ça ne date pas d'hier, puisque je suis venue ici pour la première fois dans un moment totalement historique en 1989 avec le président Mitterrand, quand il rencontrait le président Gorbatchev à Kiev. Et c'était juste après la chute du mur en fait, Mitterrand essayait d'empêcher véritablement la réunification de l'Allemagne, et il voulait assurer en fait le président Gorbatchev qu'il était de son côté et qu'il voulait empêcher l'éclatement de l'URSS. Et j'ai accompagné, comme beaucoup de journalistes, Mitterrand à Kiev à ce moment-là, et ce dont je me souviens, c'est que l'Ukraine n'était qu'un théâtre où se passait le dialogue entre guillemets, des grands de l'Occident avec l'URSS. Et on ne parlait pas de l'Ukraine. Moi, j'avais rencontré, j'étais allée évidemment, j'étais très curieuse. C'était la première fois que je venais en Ukraine. J'avais été à travers en Pologne et à Moscou pendant que j'étais étudiante, mais je n'avais jamais mis les pieds en Ukraine. Et j'avais parlé avec des gens qui m'avaient parlé de Tchernobyl, qui m'avaient parlé de leurs préoccupations écologiques. Mais c'était vraiment pas le sujet, si vous voulez. On était passé un coup de vent. Mais le grand moment pour moi, et le premier moment où je me suis dit, mais là, il y a quelque chose de extrêmement fort et de très intéressant, c'est l'année d'après, alors que j'étais envoyée spéciale à Moscou, j'ai été invitée par le mouvement national Ruch, qui avait envoyé des fax dans les différents bureaux à Moscou. J'ai été invitée à participer à une espèce de grande réunion où ce mouvement national Ruch enterrait le crâne d'un ataman ancien cosaque, Tsirko, dans la région de Zaporozhye, sur des terres cosaques. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air extrêmement intéressant. Et donc, j'ai pris l'avion, je suis arrivée à Kiev, et quelle n'a pas été ma surprise de voir des centaines de bus avec des drapeaux donc aux couleurs or et azur, qui sont descendus vers donc cette ville de Zaporozhye, et donc où j'en étais, pour enterrer ce crâne et réunir des milliers de gens avec des drapeaux de toutes sortes, de bandéras, de petliura, des tas d'insignes. Et donc j'étais interloquée, je me suis mis à interroger tous les gens du Ruch, Tchernobyl et d'autres. Et j'avais fait un grand papier en entendant, j'avais été très émue en entendant le chant cosaque « L'Ukraine n'est pas morte ». Et j'avais titré ce grand papier « L'Ukraine n'est pas morte », qui était sorti quelques semaines plus tard dans le Figaro, et qui avait beaucoup ému d'ailleurs la communauté ukrainienne émigrée, qui avait vu là un signe que quelque chose d'important se passait en Ukraine. Et c'est vrai que j'étais rentrée à Moscou, j'avais été à l'ambassade pour leur demander leur avis. Ils m'avaient dit, mais jamais l'Ukraine ne sera indépendante, c'est pas du tout les pays baltes, vous racontez n'importe quoi. Et un an plus tard, l'Ukraine devenait indépendante. Donc vous voyez, après j'ai suivi évidemment les péripéties de l'Ukraine, j'ai suivi l'indépendance, j'étais ici pendant l'indépendance aussi, et puis la révolution orange, et puis après un peu les déceptions de la révolution orange. Et je n'ai pas couvert le Maïdan en 2013 parce que j'étais à Washington, mais j'ai suivi évidemment de très près tout ce qui se passait, et c'est vrai que je suis très très contente d'être de retour. Oui. À quel moment est-ce que vous avez compris que la Russie n'allait pas lâcher l'Ukraine aussi facilement? Donc en 2013-14, tout de suite après la fuite de l'ex-président Yanukovych, nous avons vu Crimée être annexée illégalement, nous avons vu les troupes russes sur le Donbass sous prétexte de mouvements séparatistes locaux. À quel moment est-ce que c'était clair pour vous que l'Empire ne va pas laisser les choses se faire aussi facilement pour nous les Ukrainiens? Écoutez, moi, en fait, je l'ai compris plus tôt. Parce que d'abord, et j'étais pas la seule, on a été toute une génération de journalistes qui étaient présents à Moscou au moment de l'arrivée de Poutine au pouvoir, et nous avons vu de très très près, parce que nous avions à l'époque, on était tous des journalistes assez chevronnés qui avions couvert en fait la Russie depuis 1989, et donc on avait beaucoup de contacts à l'intérieur de la hiérarchie, à l'intérieur des structures oligarchiques, on connaissait beaucoup de gens, et donc en 99, Poutine est arrivé
arrivé au pouvoir et qu'il y a eu aussi l'invasion de la Tchétchénie, nous avons vu de très près les péchés originels de cet homme qui arrivait au pouvoir et dans les circonstances dans lesquelles il arrivait. Et donc, la Tchétchénie, ça nous a tous marqués. On a compris que la Tchétchénie, c'était une manière de se venger disons, l'homo soviéticus que nous croyions mort et qui ne l'était pas, se venger sur la Tchétchénie de la perte de l'Empire. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu 2004, pour moi, qui a été un moment très important, où j'ai vu quand même l'incroyable aveuglement de Poutine sur ce qu'était l'Ukraine, et on voyait très clairement que la nation ukrainienne s'était réveillée, qu'il y avait une société civique qui prenait ses responsabilités, qui exprimait déjà son désir d'Europe, son désir de liberté, d'indépendance. Et je crois qu'à Moscou répondait par l'aveuglement. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a eu, je crois, une incompréhension de Poutine extrêmement forte de cette période. Après, moi j'ai couvert de très très près toutes les luttes oligarchiques, le chantage gazier par exemple contre l'Ukraine, que j'ai couvert aussi de très près et qui pour moi était un signe déjà d'une forme de guerre énergétique qui se déployait en Europe et notamment contre l'Ukraine. Et j'ai couvert la guerre russo-géorgienne. Et donc la guerre russo-géorgienne pour moi c'était le signe que si vous voulez, cette option militaire de reconquête de l'Empire devenait une réalité qui allait au-delà de la Tchétchénie. Et il y a eu, si vous voulez, en 2008, au moment où il y a eu cette guerre en Géorgie, distribution de passeports non seulement en Ossétie, Abkhazie, mais en Crimée, qui avait commencé. Et donc tous ces signes, pour moi, étaient des signes que le dragon, en fait, à la fois impérial et national-bolchevique, n'était pas mort et se réveillait. Et j'ai écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait La Reconquête russe, qui est sorti en 2008 et qui déjà avertissait en fait sur ce qui pouvait se passer après, et notamment en Ukraine. Oui, et c'est tout à fait intéressant, mais comment, on se souvient, je me rappelle très bien ce jour de août 2008 où nous avons reçu cette actualité que voici les Russes attaquent la Géorgie. Et cette première intuition était que voilà, nous sommes les suivants. C'était très clair pour nous, mais en même temps, je dirais qu'il y avait quand même un certain aveuglement de la part de l'Occident, puisque on se souvient aussi de l'image de Nicolas Sarkozy, à l'époque qui était président de la République française, qui est allé là-bas pour régler le problème. Il y en avait pas mal de voix qui disaient que ceci n'est pas grave et que voilà, ceci ne va pas alimenter l'agresseur, ceci est pour régler le problème. Vous qui êtes aussi, vous étiez à l'intérieur d'une société française et d'une société occidentale au sens plus large, comment expliquez-vous qu'il y avait quand même cet aveuglement-là et que vous aviez autant de mal d'expliquer votre position et les choses que vous voyez très clairement? Oui, tout à fait. En fait, je crois qu'il y a eu vraiment un aveuglement occidental et il y a eu évidemment un aveuglement français. Alors c'est vrai qu'à partir de 2008, moi je suis partie à Washington et j'ai vu aussi l'aveuglement américain. Et c'est vrai que l'administration Obama n'a absolument pas compris. Moi j'ai été extrêmement étonnée parce que quand je suis arrivée là-bas, j'étais persuadée que justement mon parcours russe m'aiderait à ouvrir des portes, que ça serait quelque chose qui pèserait pour moi en tant que journaliste. Et puis je me suis aperçue que non seulement Obama ne s'intéressait pas à l'Europe, et donc pas particulièrement à la France, les journalistes européens ne pesaient pas grand-chose dans la balance, mais aussi que la Russie ne les intéressait pas. Pour eux, c'était un problème qui était plus ou moins derrière eux. Et le fameux pivot vers l'Asie pour Obama, c'était vraiment une réalité. C'était un président qui se présentait comme le président du Pacifique, qui voyait les choses, qui était né à Hawaï, qui avait une vision du monde et si vous voulez, un prisme qui n'était pas du tout le prisme des précédents présidents, qui avait été beaucoup plus centré évidemment sur la relation transatlantique. Et donc il a sous-estimé la menace russe, il a sous-estimé la force de nuisance russe, parce que pour lui c'était une puissance devenue régionale, comme il l'a dit d'ailleurs de manière très condescendante, ce qui les a exaspérés et je dirais mis en colère.
Et bien sûr en France, alors en France c'est une autre histoire. En France, je crois que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et travaillé, c'est que la France, au fond, a toujours eu une relation à la Russie très particulière qui remonte à l'histoire et qui remonte, je dirais, à la fin du XVIIIe siècle, où il y a eu une véritable passion, en fait, même de nos philosophes des Lumières, pour l'autocratie qu'ils pensaient éclairer, l'autocratie russe. Ça s'est mélangé, donc cette fameuse relation, vous savez, très particulière de Voltaire, de Diderot et d'autres avec la Grande Catherine, mais après aussi un grand intérêt pour la Russie, malgré, si vous voulez, les tensions qu'il y a eu avec évidemment l'épopée napoléonienne, mais il y a eu toujours cette relation franco-russe qui s'est développée et cette fascination pour la Russie, pour la culture russe, ce lien très important qui est dû à la fois à oui, des affinités, je dirais, littéraires, culturelles importantes, il ne faut pas nier, mais aussi des similitudes en fait, entre ces deux pays, très centralisés tous les deux, des pays impériaux avec une culture de l'Empire, donc qui les rapproche. La centralisation, oui, je l'ai dit, oui, vraiment beaucoup de points communs et aussi l'expérience révolutionnaire, cette espèce de, pour arriver à l'époque, si vous voulez, plus contemporaine, c'est-à-dire que la Révolution française a profondément marqué les révolutionnaires bolcheviques, en fait. Et vice-versa, la révolution bolchevique a été une source d'inspiration pour une grande partie de l'intelligentsia française qui a été communiste, dure et même stalinienne pendant de très longues années, comme Jean-Paul Sartre par exemple, totalement aveuglé. Et donc tous ces éléments-là ont fait que, à droite comme à gauche, il y a eu une fascination. Les gaullistes aussi, extrêmement influencés par la relation à la Russie, parce que De Gaulle avait cette idée que la Russie, c'était quand même la puissance de revers dont nous avions besoin pour équilibrer en fait les relations d'abord avec l'Allemagne au XIXe siècle et puis après par rapport aux États-Unis, puisqu'il considérait qu'il fallait que la France reste une puissance d'équilibre qui ménageait finalement pour la France une sorte de position entre les grands, les super grands qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique. Et donc tous ces éléments-là se sont historiquement empilés pour faire qu'une grande partie des élites étaient ce que j'appellerais, oui, ont été pro-soviétiques, puis pro-russes, et puis par un glissement malheureux, pro-poutinienne, c'est-à-dire que notre vision romantique de la Russie, notre passion russe, nous a aveuglés et empêchés de voir la dangerosité extrême de ce régime qui, peu à peu, non seulement affirmait ses ambitions impériales dans l'ex-URSS, mais prenait pied par une forme de guerre hybride à travers l'Europe et se mettait dans une situation presque, oui, de confrontation avec l'Occident que Poutine méprisait et pensait pouvoir subvertir. C'était comme une sorte de revanche qu'il était en train d'organiser pour l'effondrement de l'URSS qu'il n'avait jamais avalé. Mais à la fois, on voit quand même que les choses changent à une vitesse, on dirait, incroyable depuis 15 mois déjà, après la grande invasion russe. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de vos sentiments, de vos pensées, cette matinée de 24 février 2022 ? Où étiez-vous et quelle était votre première réaction ? J'étais à Paris et je suivais déjà depuis quelques jours en fait, les déclarations de Vladimir Poutine. Et c'est vrai que les deux, je pense qu'il y a eu un discours, me semble-t-il, le lundi, 4 jours avant qu'il a fait, qui, selon moi, ne laissait plus de doute sur le fait qu'il allait envahir. Et donc, il y avait déjà des semaines, en fait, qui avaient évidemment des signaux. Moi, j'avais des très bons relais américains, et notamment un stratège américain qui, dans la page hebdomadaire que j'ai dans le Figaro, avait annoncé, je crois, une semaine plus tôt que l'invasion aurait lieu. Enfin, il en était quasiment persuadé. Et donc, il y avait plein de signes qui montraient en fait, qu'on était dans une situation extrêmement critique. Il y avait le voyage vraiment très peu réussi d'Emmanuel Macron, qui avait été, je dirais, presque
un peu humilié pendant son voyage à Moscou. Exactement, cette conférence de presse qui était assez pénible franchement à regarder. Et puis après, ces 2 discours de Poutine qui ont précédé l'invasion. Et donc, quand ça s'est produit, c'était à la fois, oui, le sentiment que ça y était, mais aussi une sorte de nausée de se dire que quelque chose d'extrêmement grave, en fait, se produisait et dont nous n'arrivions pas, aucun de nous n'arrivait à palper complètement la signification la gigantesque, en fait, énorme, colossale, pour l'Ukraine, bien sûr, qui à nouveau était la victime après toutes ces 9 ans de guerre, et puis pour l'Europe, et pour tout le monde, en fait, pour justement l'équilibre international. Et les choses se sont changées à une vitesse incroyable, puisque juste avant la grande invasion russe, rappelons-nous qu'il y avait ce format Normandie autour des accords de Minsk, et France, avec l'Allemagne, était comme médiateur entre la Russie et l'Ukraine. 15 mois plus tard, donc la France n'est plus un médiateur, n'est-ce pas? La France livre des canons César à l'Ukraine, des systèmes de la défense anti-aérienne franco-italien, beaucoup d'autres choses encore qu'on ignore peut-être aussi parce qu'il y a des choses qui sont secrètes. La France entre depuis de l'Europe du Nord dans cette alliance des avions de combat avec l'entraînement de pilotes. Donc tout ceci change. Donc est-ce que selon vous, il y a une certaine prise de conscience, de changement politique de la France par rapport à cette guerre-ci, qui le fait changer de camp d'une manière quand même assez visible, assez radicale? Absolument, je pense que c'est un changement absolument colossal, et c'est vrai que nous l'avons vraiment assisté à cette évolution je dirais, de semaine en semaine et de mois en mois. Et c'est vrai qu'au début, il y a eu une sorte d'incrédulité, je dirais, et les vieux réflexes prévalaient. Et donc il faut essayer de calmer le jeu, il faut essayer de trouver un chemin vers la paix, il faut aller voir M. Poutine, il faut parler avec lui, il faut chercher encore le compromis, encore et encore. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu on ne voulait pas croire à ce qu'on voyait. Et je pense notamment dans la diplomatie française et jusqu'au sommet de l'État, mais aussi dans la population, il y avait tout un camp, disons, pro-russe qui résistait, notamment dans les élites, et qui se disaient mais non, mais c'est pas possible, on va trouver une solution. Et donc, mais je crois que peu à peu, l'ampleur de l'agression, l'horreur du comportement en fait de l'armée russe à Boutcha, à Irpin, les bombardements, la folie, disons, de la propagande russe, ce qui se déployait sur les chaînes russes et qu'on a pu peu à peu découvrir sur tous les médias sociaux, avec des traductions. Donc les gens ont découvert ce que nous disions depuis des années. On disait, regardez la télé russe, c'est effrayant, c'est fasciste, c'est absolument terrifiant, mais les gens ne le voyaient pas. Donc il n'y avait pas de prise de conscience. Et là, peu à peu, tout cela est apparu. Je dirais, les masques sont tombés sur ce qu'était la Russie de Poutine, sur ce qu'était ce pouvoir. Et les gens en ont pris conscience, et tout d'un coup, ils ont eu peur. Et ils ont eu peur, et ils se sont dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut aider l'Ukraine. Et je crois que le deuxième élément absolument fondamental, c'est la découverte de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, la France, et le peuple français notamment, a découvert un peuple qu'il ne connaissait pas, une nation qui se dressait, comme le dit Constantin Sigov de manière magnifique en fait, dans le livre de conversation où je l'interroge, le trésor, les lingots d'or de la résistance ukrainienne et de ce que cette société porte en elle, de ce que cette nation est capable de faire. Et je crois que ça a bluffé, vraiment le mot français, et inspiré, pour prendre un mot plus classique, la société française, et qui a eu vraiment un renversement et une sorte d'adhésion à ce que nous voyons. Et je crois que ce qui se passe aussi, c'est que dans les dernières années, la France était dans un état de démoralisation important
pour plein de raisons. Il y a une vraie crise, en fait, je dirais une crise de civilisation française. Il y a eu beaucoup d'attentats terroristes, il y a eu aussi des crises comme les Gilets jaunes, le sentiment qu'il y avait le contact ne se faisait plus entre les Français, le pouvoir, etc. Et je crois que cette résistance ukrainienne a redonné une sorte de quelque chose qu'on pouvait admirer, d'espoir en quelque chose qu'on pouvait admirer. Je crois qu'il y a eu des contacts qui se sont noués, comme le dit très bien Constantin aussi, c'est-à-dire que l'arrivée de milliers d'Ukrainiens en France ont fait qu'on a découvert aussi les gens eux-mêmes. Il y a eu aussi toute une flopée, notamment de femmes ukrainiennes qui sont apparues à la télévision française pour témoigner et décrypter en fait ce qui se passait. Elles sont devenues des experts, des experts stratèges, ou des témoins, chacune à leur place, en fait, avec leur qualité. Et je crois que ça aussi a beaucoup étonné et intéressé les Français. Ils ont découvert des gens modernes, brillants, rapides, atypiques aussi dans leur fonctionnement. Et voilà. Et donc je pense que ça a changé la donne. Et que plus on avance, plus le tableau côté de la dictature russe est grimaçant, effrayant, et du côté ukrainien, au contraire, donne des raisons de les soutenir. Et je pense qu'il y a une sorte d'effet boule de neige dans cette dynamique en fait, que vous expliquez, que vous soulignez, qui fait que même avec des hésitations, des allers-retours, des moments où on se dit mais non, ils hésitent, ils ont peur, il y a cette peur de l'escalade qui est encore présente encore. Il y a encore, on sent bien des atermoiements dans les chancelleries occidentales, tout n'est pas complètement clair encore. Et je crois que peu à peu gagne cette idée qu'on ne peut pas, il faut aller au bout de ce soutien, il faut aller au bout de cette opération, il faut que l'Ukraine ait la victoire pour que la Russie s'arrête et que ce régime soit défait, pour qu'il puisse y avoir un après clair et disons véritablement une vraie paix, pas une pause qui permettrait d'acheter du temps pour le régime de Poutine et de repartir à l'assaut je ne sais pas, dans 6 mois ou dans 1 an ou 2. Ou dans 10 ans aussi. Ou dans 10. Donc pour une génération suivante, on lit, on sent qu'il y a quand même des angoisses. À chaque fois, on pose la question qu'il ne faudrait pas seulement une victoire, il faudra pas seulement une paix, mais une paix juste. Il faudrait qu'il y ait, faire de la sorte que l'agresseur ne puisse plus jamais agresser les voisins, que ce soit l'Ukraine, Géorgie ou autre. On sent une certaine angoisse parce qu'on comprend que ça voudra dire une disparition de régime, et peut-être même pas uniquement de régime, mais peut-être aussi une disparition de la déimpérialisation de la Russie. Et là, quand on prononce cela, à haute voix, on sent qu'il y a des inquiétudes parce que tout le monde commence à se poser des questions sécuritaires. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la Russie? Qu'est-ce que ça va faire, la décomposition de la Russie? Qu'est-ce que ça va entraîner concrètement? Une guerre civile, un chaos, et donc il y a des réticences par rapport à ça. Vous, qui étiez témoin, vous avez déjà évoqué voilà, les événements historiques de la fin des années 80, 90, le moment de la décomposition de l'URSS. Il y avait quand même beaucoup de pays qui ne voulaient pas que ça se produise. Vous étiez témoin que quand même ça a eu lieu, sans grande guerre. Quelle est votre vision de l'avenir de la Russie après la guerre? Oui, je pense que c'est... Là, vous posez une question sur laquelle je réfléchis beaucoup, mais sur laquelle j'ai peu de réponses pour l'instant. J'y travaille, comme tout le monde, très modestement. J'essaie de comprendre exactement le degré de décomposition de cette société. Ce que je vois, c'est une désinstitutionnalisation frappante en fait du pouvoir en Russie, où vous n'avez plus d'institutions en tant que telles, il n'y a plus de parlement, c'est une autocratie, je dirais, menée à son paroxysme en fait aujourd'hui, où tout est concentré en un seul homme et une sorte de clique, de groupe qui a des comment dire, criminels et qui a les traits en fait d'une sorte de mafia aussi. Enfin, il y a un fonctionnement par bien des égards qui n'est plus celui d'un État classique. Et donc c'est vrai que ça pose énormément de questions. Il y a cette paramilitarisation où on voit des sortes des personnages
assez monstrueux qui émergent, après, qui ont, comme M. Prigojine, et donc qui sont considérés par certains comme des options possibles pour la suite. Donc c'est vrai qu'il y a des tas de figures extrêmement grimaçantes, sortes de dragons qui sont comme je dirais les appendices en fait de cette sorte de dragon néo-bolchevique qui est apparu. C'est vrai que certains de mes amis russes, qui sont complètement en désaccord avec tout ce qui se passe et sont horrifiés, disent qu'au fond la Russie est toujours dans le ventre du totalitarisme, du dragon néo-totalitaire bolchevique, et qu'elle n'arrive pas à en sortir. Et la question, c'est est-ce qu'elle en sortira et dans quel état? Et donc cette question, nous ne le savons pas. Moi, peut-être parce que c'est un pays pour lequel j'ai eu beaucoup d'affection, où j'ai encore beaucoup d'amis, je veux espérer que la Russie ne soit pas, si vous voulez, condamnée pour toujours à la dictature et à l'autoritarisme. Et donc, je n'exclus pas que peut-être après cette période épouvantable, quelque chose puisse émerger. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'y croire aujourd'hui, vu ce qui se passe, d'imaginer comment ça se passerait. C'est vrai que juste avant de venir en Ukraine, je suis allée à Vilnius et à Tallinn, où j'ai rencontré pas mal de Russes, justement, qui sont aujourd'hui dans l'immigration, qui scrutent et réfléchissent à l'avenir de leur pays, certains dans le désarroi le plus total et le pessimisme absolu, d'autres avec plus d'optimisme. Il y a aussi certains lituaniens, comme l'ancien Premier ministre Kubilius, qui tentent aujourd'hui d'imaginer un futur pour la Russie, un après Poutine. Et donc on est aujourd'hui dans une période, je dirais, qui est comme un trou noir. Il est très difficile d'imaginer l'avenir. Mais il faut justement y réfléchir, parce que ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de penser qu'il suffira de mettre un mur entre la Russie et nous et de laisser cette situation pourrir et se désagréger. Je pense que ça va être le problème de l'Europe pour encore des années et des années. Est-ce que l'Europe pourra, et l'Occident pourra d'une certaine manière, mettre une sorte de corset et forcer en fait par des sanctions le pouvoir qui viendra après à changer des choses de manière radicale? C'est toute la question, évidemment. C'est vrai que l'autre option, qui serait celle d'une désagrégation totale de la Russie, n'est pas non plus très riante, parce que ça voudrait dire une Chine qui probablement entrerait et avalerait finalement, soit comme un vassal, ou pire, même comme un territoire, une partie de la Russie. Donc est-ce que c'est souhaitable? Personnellement, je ne le pense pas. Et donc c'est vrai qu'on va avoir un problème russe, je pense, pour encore longtemps. Pour encore des décennies. Vous lisez en russe et bien sûr, j'imagine que vous lisez beaucoup de choses en russe. Vous essayez de scruter ce qu'ils y pensent à l'intérieur depuis. Vous avez des amis russes. Alors, quelles sont vos impressions de changement depuis ces 15 mois? Puisque nous avons vu des avis très différents. Nous avons vu une certaine euphorie des premiers jours où, en tout cas, la propagande russe disait que voici, ils seront ici à Kiev dans 3 jours et que c'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Aujourd'hui, le discours même de la propagande russe change et sont quand même un peu désorientés parce qu'ils ne savent plus comment présenter cela. Quelle est votre lecture de cette évolution que l'opinion publique, elle est bien sûr très hétéroclite, donc elle peut être très différente, mais quelle est votre lecture de ce grand changement de l'opinion publique à l'intérieur de la Russie par rapport à cette guerre que leur pays mène contre l'Ukraine? Oui, mais je crois qu'il y a évidemment, c'est là aussi très compliqué à cerner vraiment, parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux en fait. Vous avez le niveau du pouvoir où je pense quand même qu'il y a une sorte de vent, enfin moi mon sentiment, mais c'est plus une intuition et des petits signes qu'on voit ça et là, mais j'ai quand même le sentiment d'une sorte de vent de panique qui souffle à travers la planète, notamment celle de la propagande russe, où on a le sentiment que tous ces personnages qui ont dit des choses absolument épouvantables, mais qui se posaient
de manière comment dire, assez odieuse mais arrogante dans leurs émissions, aujourd'hui sont à court de mots, à court d'explications, à court de slogans. Et donc ça, en soi, c'est déjà assez intéressant de voir ça. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui se passe avec l'entrée de ces troupes, de cette espèce de légion russe qui est entrée dans la région de Belgorod, qui crée aussi, qui montre que le colosse a des pieds d'argile et que aujourd'hui la Russie n'est pas cette espèce de puissance, comment dire, invulnérable et de murs qu'on ne peut pas transpercer. Et donc tout ça, je pense, va peu à peu créer dans la population plus généralement le sentiment d'une vulnérabilité et surtout c'est en train de détruire le contrat social sur lequel était basée la légitimité de Vladimir Poutine, qui s'était présenté comme un homme qui assurait la stabilité de la stabilité de la vie en fait de la majorité des citoyens en échange d'une dépolitisation et d'une population qui se tenait à l'écart de la politique. Et aujourd'hui, la population s'aperçoit que cette stabilité a disparu. Elle s'est évanouie. Aujourd'hui, vous avez entre 1 et 2 millions de Russes qui ont dû fuir à l'étranger. C'est quand même absolument énorme. Et c'est les forces vives de la nation, les classes les plus éduquées, le secteur de la technologie, etc. Et vous avez aussi beaucoup de gens qui ont fui la mobilisation. Vous avez le couperet aussi de la mobilisation, des gens qui sont obligés de cacher leurs enfants pour pas qu'ils partent à la guerre. Donc tous ces éléments, c'est vrai que c'est autant de lézardes en fait dans ce pouvoir. En même temps, c'est vrai qu'il y a encore un segment très important de la population qui, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais qui semble encore acquis au régime, qui semble encore soutenir cette espèce de mouvement patriotique. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ils le font ? Là, il y a des désaccords très profonds entre les différents analystes russes. Vous avez les analystes en fait, que j'ai rencontrés, par exemple, qui disent qu'il y a 15% de convaincus, je dirais, qui sont dans ce clan des nationaux patriotes fascistes, qui sont prêts à continuer la guerre, à aller plus loin, à être beaucoup plus durs, à surenchérir, et qui font très peur. Et puis vous avez une sorte de marée de Russes qui avaient cru un peu à tous ces mensonges, mais qui, au fond, ont laissé partir leurs enfants à la guerre pour des raisons financières, parce qu'on leur promettait de l'argent, pour des raisons assez cyniques. Donc, vous voyez, il y a plein de niveaux. Et je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'analyser dans le détail comment cette société aujourd'hui est structurée et comment les lézardes vont se propager. C'est ça qui va être très important. Et pour le coup, on ne sait pas très bien, et moi pas plus qu'un autre, exactement quelle va être la dynamique, si ce sera une dynamique où Poutine va réussir quand même à garder avec lui une partie importante de la population ou non. Et c'est ça la grande question. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui est très important pour l'Ukraine et pour l'Occident, c'est que l'Ukraine s'en sorte. Et donc que l'Ukraine puisse gagner cette guerre et être en sécurité. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est que l'Ukraine, bien sûr que aussi ces crimes soient jugés, ça c'est très important, c'est-à-dire que la Russie comprenne enfin qu'il est inadmissible, que les crimes doivent être jugés, qu'il doit y avoir une forme de punition. Ça, c'est très important, mais aussi, je crois qu'il faut absolument assurer la sécurité de l'Ukraine pour que l'Ukraine devienne un pays prospère. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de meilleur antidote à cet impérialisme russe. Si vous voulez, si on veut que la Russie abandonne l'Empire, il faut qu'elle comprenne que l'Ukraine est partie et qu'en plus que le choix qu'a fait l'Ukraine est le bon. C'est-à-dire que c'est le choix justement de la démocratie, le choix de la liberté, pour que les Russes puissent se projeter et se dire « mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a choisi ?» On s'est trompé.
pour le faire, pour que l'Ukraine soit prospère, pour qu'elle soit en sécurité après la fin de cette étape de guerre, il faudrait bien sûr envisager ce qu'on discute beaucoup aujourd'hui sous cette expression garantie de sécurité. Voilà, tout en sachant que la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est bien sûr l'OTAN et pas autre chose. C'était inventé il y a pas mal d'années, il y a pas mal de décennies et c'est très efficace puisque il y a cet effet, voilà, c'est une ligne rouge que Poutine n'arrive pas à franchir. Ma dernière question à vous, vous êtes aussi auteur d'un livre sur l'armée russe, un livre que vous avez rédigé il y a très longtemps, et le livre qui ne porte pas bien sûr sur cette armée russe que nous constatons aujourd'hui ici en Ukraine, mais quand même votre vision sur l'armée de Poutine, l'armée russe qui actuellement, qu'on affronte aujourd'hui sur toute la ligne du front qui est énormissime, qui est plus de 1000 km. Quelle est votre évaluation de cette fameuse deuxième armée du monde avant le 24 février 2022? Dans quel état est-elle aujourd'hui? Oui, mais écoutez, en fait, ce qui est frappant, c'est que moi, quand j'ai écrit mon livre, j'avais intitulé ce livre « La puissance en haillons ». L'armée russe, la puissance en haillons. Parce que c'est vrai que ce livre est sorti en 1993 et que c'est vrai que cette armée que l'Occident avait cru si puissante, gigantesque, s'est avéré quand en fait les portes se sont ouvertes et qu'il a été possible de pénétrer ce monde, d'y avoir des relations, des contacts, etc. On s'est aperçu en fait que c'était là aussi un colosse au pied d'argile et que les 50 000 chars que le Pentagone pensait pouvoir craignait de voir dévaler à travers l'Europe, finalement étaient en partie rouillés, que beaucoup de soldats vivaient dans des conditions, enfin faisaient leur service dans des conditions extrêmement difficiles, que la Russie était au fond une puissance mais pauvre. Et que l'armée était aussi une armée qui était un peu le parent pauvre, même si il y avait, si vous voulez, ce mythe de l'armée rouge. En réalité, l'armée était beaucoup moins puissante au sein de l'appareil de pouvoir que le KGB, par exemple. C'était un instrument, mais qui n'avait pas un pouvoir de décision aussi important en fait que le bras armé du KGB qui lui avait des antennes absolument partout. Et donc et au fond il y a une tradition qui est restée, une tradition. Alors c'est vrai que Poutine a essayé de reconstruire l'armée pour qu'elle soit mieux équipée, former des troupes, etc. Donc il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, mais l'armée est restée, comme c'était déjà quand j'avais écrit mon livre, le reflet de la société. Et le reflet de la société, c'est que c'est à la fois une armée dont le commandement est le reflet en fait du pouvoir, c'est-à-dire c'est une armée au fond corrompue, démotivés, dont les chefs ne sont pas du tout les meilleurs. Ce sont des gens qui sont un peu des vassalisés, qui sont là pas pour leur qualité de commandement ou leur parcours militaire, mais parce qu'ils sont des pions en fait de Vladimir Poutine, qui sont assujettis. Et c'est vrai que Poutine a essayé au maximum d'écarter tous les chefs militaires qui auraient pu lui faire de l'ombre. Il craignait énormément en fait l'armée. Et il a mis donc des gens qui, souvent, comme Shoigu, n'avaient aucune expérience militaire et ne venaient pas de l'intérieur de l'institution militaire. Donc ça a énormément démoralisé cette armée, je pense. Et c'est ce qu'on a vu aussi sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'au fond, les chefs militaires n'étaient pas des gens particulièrement préparés à ce type d'opération. Maintenant, il faudrait voir dans le détail, puisque je crois que les militaires n'étaient pas particulièrement favorables à cette opération et qu'elle leur a été imposée par le pouvoir politique. Mais le résultat, c'est qu'on a une armée qui est très conservatrice dans son mode de fonctionnement, très hiérarchisée, très soviétique au sens où tout est vertical, où on utilise des bonnes vieilles méthodes qui étaient aussi celles du 19e siècle, c'est-à-dire la chair à canon, des masses humaines qui sont envoyées au casse-pipe, des gros problèmes aussi
d'équipements, des chars qui tombent en panne, des pièces détachées qui ne sont pas là. On a vu ça en fait en Ukraine, on a découvert, les Occidentaux étaient sidérés. Mais c'est des choses qu'on avait vues notamment en Géorgie pendant la guerre, où ça avait été encore pire, où il y avait, je crois, un tiers des chars qui n'avaient pas démarré, ou qui étaient tombés en panne en route. Donc tous ces maux de l'armée soviétique et russe dont on parle depuis des décennies ont été à nouveau visibles en Ukraine. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je pense que c'est quand même si vous voulez, la continuité au fond des dysfonctionnements. Et c'est vrai que j'en parlais récemment à Paris où j'étais interrogée sur ce sujet. J'avais retrouvé des citations en fait, de Custine, qui parle en fait du fonctionnement de l'armée. C'était ce grand aristocrate français qui était parti en Russie au XIXe siècle et qui voulait faire une apologie de l'autocratie russe et qui a été horrifié par ce qu'il a vu et qui est revenu avec un voyage en Russie qui était une sorte de critique extrêmement acérée en fait du système, et il décrit les soldats qui sont des va-nu-pieds mal nourris, qui n'ont mal équipés, et puis des hordes de bureaucrates militaires qui exécutent les ordres qui leur sont donnés par le haut commandement, mais qui lui exécutent les ordres politiques, et donc des choses en fait qui sont incroyablement d'actualité. Exactement. Et espérons que ce sera le cas et que ça va faciliter les choses pour les forces armées ukrainiennes lors de leur contre-offensive qu'on attend avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup d'inquiétude aussi. Merci beaucoup Laure pour cet entretien, pour vos thèses éclairantes et pour vos explications. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'était le podcast l'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Laure Mandeville, grand reporter chez Le Figaro, cofondatrice de Conversation Tocqueville sur la crise de la démocratie, écrivaine, auteure de livres sur la Russie et l'Ukraine, dont son dernier ouvrage, avec Konstantin Sigov, Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.